Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire, un rebond qui se poursuit depuis les points bas touchés lundi sur les marchés européens notamment. On notera le CAC 40 qui a repris 4% en ligne droite depuis son point bas de lundi, sous les 6400 points. On est revenu à plus de 6600 points, 6630, 6640 points en cette fin de séance pour le CAC 40. Donc 4% de reprise en ligne droite, 250 points repris depuis le point bas de lundi sur le CAC 40. Est-ce que c'est l'heure du grand buy the dip sur les marchés? Ce sera un des sujets de marché évidemment qu'on abordera avec nos invités dans quelques minutes. Les sujets chauds du moment sont bien sûr la réunion de la Réserve fédérale américaine, communication officielle à suivre à partir de 20h ce soir, et la conférence de presse de Jérôme Powell à partir de 20h30. Et puis Evergrande, le défaut le plus anticipé, le plus prévisible de l'histoire. Est-ce qu'Evergrande est l'anti-Lehman, un non-événement de crédit sur les marchés qui sont préparés peut-être à cette éventualité de défaut? Question là aussi très débattue qu'on posera à nos invités dans quelques instants. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique toujours. On parlera santé et imagerie médicale avec l'exemple du groupe japonais Olympus qui a complètement pivoté vers l'imagerie médicale, abandonnant tous ses métiers grand public, les appareils photo, les caméscopes. De ce point de vue-là, Olympus, c'est l'anti-Kodak, c'est la journée des anti, et on en parlera avec Alice Labouze, la présidente de Trecento Asset Management, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Et un rebond qui se confirme de belle manière sur les marchés européens, notamment en fin de séance. Le résumé complet, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris efface toujours plus sa forte baisse et renoue avec le seuil des 6600 points. Il y a quelques jours encore, nous évoquions un Lehman Brothers à la chinoise susceptible d'entraîner une véritable crise financière. L'heure est désormais à l'apaisement. Les marchés sont soulagés par l'annonce d'Evergrande quant à la conclusion d'un accord du promoteur immobilier avec des porteurs d'obligations sur une petite partie de sa dette. Evergrande, dont la dette représente 2% du PIB de la Chine. Plus globalement, les déboires du promoteur s'inscrivent dans le cadre d'un resserrage de vis par Pékin de plusieurs secteurs, des éditeurs de jeux en ligne à la technologie, en passant par l'endettement des acteurs de l'immobilier. L'annonce profite au secteur sensible à la conjoncture chinoise. Mais dans le viseur aujourd'hui, il y a la décision monétaire de la Fed. La question est de savoir si au sortir de cette réunion de 2 jours, il s'agira d'annoncer ou bien de reporter à la réunion de novembre la décision de réduire les achats d'actifs financiers dans le cadre du quantitative easing. La Fed publiera aussi une actualisation de ses prévisions économiques et son fameux graphique dit des dots, des anticipations anonymes des banquiers centraux portant sur les taux directeurs. À noter que le communiqué de la Fed sera publié à 20h. Il sera suivi une demi-heure plus tard par la conférence de presse de Jérôme Powell. Sur le plan des valeurs, Total Energy grimpe d'environ 3% sous l'effet des cours du pétrole, dont la progression se poursuit, alors que d'après l'American Petroleum Institute, la semaine dernière aux États-Unis, les stocks du brut ont diminué de plus de 6 millions de barils. La plus forte hausse du CAC 40 est celle d'ArcelorMittal. Son titre progresse de plus de 4%. Le secteur se trouve lui aussi soulagé par l'accalmie autour du dossier Evergrande, mais aussi grâce à la nouvelle injection par la Banque centrale chinoise de 120 milliards de yuan de liquidités quotidiennes. Aux États-Unis, dans le rouge, FedEx chute de plus de 8% après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats. Pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours, le groupe ferait les frais d'une pénurie de main-d'œuvre. Et puis JC2Co remporte l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi le français comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais pour une durée maximale de 10 ans. Demain, la politique monétaire britannique sera au centre des préoccupations et puis pléthore d'indices PMI seront programmés en Europe et aux États-Unis, sans compter les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart.
Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directrice de la recherche marché de l'IXOR. Bonsoir Jeanne, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à Julien Nebenzal qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes président de Futuriem. Alors on a commencé un peu la discussion avant l'ouverture des micros sur Evergrande bien sûr, mais justement je veux qu'on revienne quelques minutes en arrière et qu'on fasse profiter à tout le monde de cette discussion. Je disais mon point c'est de dire Evergrande est peut-être l'anti-Lehman. C'est-à-dire le défaut le plus attendu, le plus prévisible peut-être de l'histoire pour une entité de cette taille, avec des effets qui seront évidemment sans commune mesure avec la déflagration que Lehman a pu avoir sur l'ensemble du système financier qui a sauté, on va dire, le 15 septembre 2008, à l'issue d'une décision hasardeuse quand même des autorités américaines à l'époque, ce week-end du 13-14 septembre 2008, je vois que certaines s'en souviennent, voilà, dans les cabinets de Washington, cette décision prise par Hank Paulson, le secrétaire au Trésor américain à l'époque, qui avait, ouvert la voie à cette crise évidemment majeure, cette grande crise financière qui est encore dans tous les esprits. Est-ce qu'Evergrande c'est l'anti-Lehman ou pas, Jeanne ? Je dois avouer que je n'arrive pas vraiment à l'analyser comme anti-Lehman. Alors certes, il y a un caractère attendu et prévisible parce que c'est pas une situation récente, la situation d'Evergrande. En même temps, c'est le reflet de la très forte augmentation de l'endettement des entreprises privées en Chine, qui sont arrivées à des niveaux d'endettement très élevés. Ensuite, on n'a pas d'idée sur la façon dont les autorités chinoises vont procéder. On sent bien qu'ils veulent lutter contre l'aléa moral, donc ils attendent. D'aucuns escomptaient que sur le week-end passé, il y ait déjà des annonces de restructuration parce qu'il y avait des intérêts sur des loans, sur des prêts bancaires qui étaient du lundi. Ouais. Ils n'ont pas payé ces intérêts. Ils ont dit qu'ils paieraient. Et ça, c'est pas trop grave parce que c'est entre la banque et moi ? Non, c'est pas que c'est pas trop grave. Les banques, pour l'instant, c'est quand même chinois, donc c'est pas forcément très ouvert, mais attendent de voir s'ils vont proposer un allongement, ce qui a déjà été fait quelques semaines auparavant. Il y a eu déjà des restructurations entre guillemets, donc un accord. Voilà. Après, ils ont dit qu'ils allaient honorer les intérêts sur la dette locale qui est due demain, je crois. Après, il se posera la question des intérêts dus sur la dette en hard currency, en dollars. Ouais. Donc là, on va voir comment ça se passe. Mais le plus important, sans doute, c'est que on comprend que ça s'inscrit dans une politique chinoise globale de reprise du pouvoir communiste, de réorientation de la politique économique, mais en même temps, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est le délai qu'ils prennent à annoncer ce qu'ils font, quelle restructuration, parce qu'autant je vous rejoins, on ne voit pas de caractère systémique mondial. Le système financier mondial ne va pas sauter vendredi quand les intérêts n'auront pas été repayés. Non. En revanche, sur le système financier chinois, et plus encore sur l'économie chinoise, ce qui n'est pas sans ricochet sur le reste du monde, ce ne sera pas sans effet. Il y a à peu près 300 contreparties. Il y a des engagements sur je ne sais combien de fournisseurs et on a quand même 120 milliards qui ont été financés par le shadow banking. C'est-à-dire les asset managers, etc. Donc, on ne peut pas considérer que tout ça va être sans impact et à un moment où l'économie chinoise ne va pas très bien. Donc, ce qui m'étonne un peu, c'est plus le temps. Le timing, vous voulez dire c'est-à-dire que le délai qu'ils prennent pour agir. Oui, qu'est-ce qu'ils vont gagner de plus ? Quel type de restructuration ils vont faire, où ils vont promouvoir. Est-ce qu'ils vont juste faire en sorte que des banques chinoises rachètent des actifs d'Evergrande pour lui redonner le cash suffisant pour honorer ses échéances ? C'est une option. Pourquoi c'est pas fait maintenant ? Voilà. Non, mais de toute façon, quand on parle de la Chine, on est dans les estimations et dans la spéculation et dans les questions. Voilà. Mais moi, mon point était de dire, justement, comme le sujet Evergrande est quand même identifié depuis un moment, mon point était de dire Pékin a un plan. C'est-à-dire qu'il laisse venir le défaut parce qu'il faut montrer que l'idée qu'à la fin de la journée, Pékin sauve tout le monde, cette idée-là n'est plus vraie, en tout cas à 100%. Il laisse voir venir.
Mais ils ont un plan. Ils ont eu le temps de réfléchir quand même à leurs actions. Ça, c'était mon idée. Vous dites, c'est pas aussi évident que ça, Jeanne. Ce que j'ai vu, c'est que le plan, pour l'instant, ce qu'on a vu se dérouler de façon claire, c'est que vendredi, il y a eu une injection d'en gros 15 milliards de la Banque centrale chinoise. Cette semaine, il y a eu encore un peu plus de 18, 19 milliards, c'est ça. Qui ont été injectés. Donc, leur plan, pour l'instant, c'est de préserver la liquidité. Après, est-ce que le plan est fait sans doute, peut-être, je ne sais pas. Je ne comprends pas dans le plan pourquoi on continue, parce que si c'était l'aléa moral, les actions sont à 80% de là où elles étaient fin mai. Le message est déjà passé, vous voulez dire? J'ai l'impression. Donc, je suis un peu perplexe sur le temps qu'ils prennent à mettre en œuvre ce plan, mais c'est peut-être le cas. Le coût économique d'un défaut d'Evergrande et des répercussions que ça pourrait avoir sur le secteur immobilier chinois, c'est quelque chose d'important. Enfin, on comprend quand même depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, que à court terme, la quantité de croissance, c'est pas trop le sujet de Pékin. Est-ce qu'ils prennent quand même un risque important en laissant tomber ce poids lourd du marché immobilier? Il me semble qu'il y a des répercussions, ne serait-ce qu'au niveau social. Ils ont eu des protestes, des manifestations, des clients qui sont venus effectivement devant les agences Evergrande. Sur des gens qui ont financé leur appartement, donc il y a un enjeu de logement qui n'est pas négligeable. Donc on trouvera une manière de protéger quand même, j'imagine, ces clients d'Evergrande. C'est comme ça qu'on voit les autorités chinoises. On les imagine toujours dans un contrôle très important. Et on a toujours l'impression qu'on connaît exactement les intentions, le déroulé, etc. Néanmoins, on a tous été surpris de ce qu'ils ont fait récemment en termes de réorientation de politique économique. Et une des conséquences, Evergrande, c'est un truc, mais il y a déjà de la contagion à d'autres développeurs en Chine. Bien sûr. Donc, je vous avouerai que j'ai toujours du mal à les penser vraiment tout puissants et tout sachants et en parfait contrôle et maîtrise de la totalité, même si, probablement, ils ont un plan et puis ils finiront par intervenir. Non, mais c'était mon petit point. Non, mais ils ont commis des erreurs financières par le passé. Bien sûr, comme tous, il n'y a pas de mystère, mais ils ont quand même beaucoup de choses assez compliquées à gérer, outre le fait que la conjoncture n'est pas forcément simple, le commerce mondial ne marche pas comme il voudrait, on a des taux de fret qui ont littéralement explosé, donc il y a quand même un certain nombre d'entraves sur la dynamique de l'économie chinoise. Il y a aussi des tendances de long terme que sont le reshoring, c'est la relocalisation. La relocalisation des unités de production dans les pays développés, ce qui n'est pas bon pour la Chine. Donc l'enjeu de la Chine, c'était quand même de passer d'une économie totalement orientée vers l'export, vers une économie de plus en plus domestique intérieure. Donc ce genre de choses ne favorise pas, disons, une demande intérieure plus soutenue. Affaiblir le secteur immobilier qui est, je ne sais pas, 7, 10, 15% peut-être du PIB direct ou indirect en Chine, vous dites que ce n'est pas une bonne idée au moment où on veut une croissance domestique plus solide. Oui, absolument. Ça. Bon, là, alors, il y a plein d'angles d'entrée autour d'Evergrande. Que vous inspire la situation? Déjà sur le risque de marché immédiat, selon vous, Julien, quelle évaluation est-ce que vous pouvez faire de la situation? Et puis encore une fois, ça nous amène à réfléchir aux intentions de Pékin aujourd'hui vis-à-vis de son économie, de sa société, vis-à-vis aussi peut-être du reste du monde. Et ce sera intéressant de voir comment les porteurs de dettes Evergrande libellés en dollars seront traités en cas de restructuration. Oui, alors, pour le lien avec le défaut de Lehman, là, on est sur un sujet qui ne concerne la banque que pour une petite partie, enfin, le système bancaire que pour une petite partie, pour une partie du sujet, alors que Lehman, c'était une intrication, en fait, comme dans toutes les banques de marché, une intrication du cash, des titres, des swaps, des dérivés, etc., donc quelque chose de vraiment considérable. Et si on arrête quelque chose comme ça du jour au lendemain, à démêler, et d'ailleurs, il y a eu la crise derrière qu'on a vue. Donc ça n'est pas possible, cette chose-là. En revanche, là, on est sur un dossier plus
moins complexe, puisqu'il n'y a que la partie bancaire qu'il faut surveiller en termes de systémique. Et c'est pour ça que les réactions de marché sont extrêmement mesurées. Enfin, je constate que, d'abord, les marchés ont peut-être profité de cette nouvelle pour... on parle de prise de bénéfices ou d'entrée à meilleur prix. Voilà. C'est un discours assez convenu. Qui intervient alors qu'il y avait une forme de complaisance, à mon avis, qui commençait à se développer sur les marchés d'actions. Ça fait déjà 2-3 mois que c'est en place. Ouais. Donc je pense que ce sujet n'inquiète pas grand monde. Moi, mon avis, c'est que ça n'inquiète pas grand monde. Alors sur la réalité du sujet, c'est pas tout à fait mon domaine. Et puis alors, l'économie chinoise, comme vous l'avez rappelé, en plus, ça demande quand même d'être spécialiste, objectivement. Mais pour essayer de prendre le sujet sous un angle, le congrès du parti... communiste, pour moi, est vraiment déterminant, mais alors il est déterminant pour beaucoup de choses. Novembre 2022. Ouais. Non, celui qui vient de se passer. Celui qui vient de se dérouler, d'accord. Ouais. Il y a eu le virage économique, mais là, il y a la volonté de la cohérence de la société. Et on fait ça, le parti fait ça, parce que les inégalités ont cru, parce que le capitalisme flamboyant est commencé à apparaître de manière démesurée, en tout cas pour la morale chinoise, la société chinoise. Et qu'en fait, garder cette trajectoire pendant encore 5 ou 10 ans, ça n'est pas supportable en fait pour le régime. Donc cette idée d'avoir une cohérence dans la société va se décliner sous différentes formes. Ça a déjà commencé. Et surtout, c'est pour ça que je reliais ça avec la relation avec les États-Unis, c'est que plus vous ramenez la société vers sa cohérence propre, avec différentes mesures, donc son futur, les décisions qu'ils ont prises sur les jeux électroniques, les décisions qu'ils ont prises sur l'éducation, vont déjà dans ce sens-là. Alors ça n'a touché qu'un petit bout financier qui est la tech, qui est un bout de la tech chinoise. Mais tout ça va dans le sens de réconforter en fait la société, de la relier, de la ressouder, parce qu'il ne faut surtout pas perdre le fil d'une population de cette taille, avec un régime autoritaire. Et surtout, ça permet de se préparer à un conflit avec les USA. Parce que pour se préparer à un conflit, je ne parle pas de la forme du conflit. Je dis que la guerre commerciale, c'est un peu derrière nous et que là, on est dans une situation de conflit. Un conflit hégémonique majeur. Et que pour préparer sa population, il faut l'avoir un petit peu ressoudée autour d'elle-même. C'est assez logique. En tout cas, c'est au moins défensif, à défaut d'être nécessairement offensif, c'est au moins une attitude défensive qui se comprend. Dans ce contexte, il se trouve que l'immobilier, c'est un sujet qui a été, de ce qu'on m'a dit, puisque là je ne suis pas spécialiste, un peu entretenu, soutenu, tant par les régions que par les villes, que par l'État central. On s'aperçoit là tout d'un coup qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas être payées. Donc il y a une situation de faillite. Mais de ce qu'on m'a dit, je ne fais que citer, en fait des situations comme ça, il y en a beaucoup. Moi, c'est ce qu'on m'a démontré quasiment. Sur l'immobilier chinois, vous voulez dire ? Sur des entreprises industrielles, sur l'immobilier, il y en a beaucoup. On parle d'une situation qui est problématique en termes de qualité de créance en Chine, mais on en parle depuis 5 ans, 7 ans. Et depuis quelques années, l'idée que Pékin, à la fin de la journée, sauve tout le monde, cette idée, elle est déjà un peu moins vraie depuis quelques années. On a vu quand même une petite augmentation de fréquence, des défauts ici et là, y compris sur des entreprises parfois publiques ou parapubliques en Chine. Ça date, c'est du passé récent, mais c'est quand même assez nouveau, justement, dans le fonctionnement de Pékin. Il y a un petit compartiment, je l'évoquais tout à l'heure, un petit compartiment de l'activité économique, c'est les techs, liés à l'éducation, liés aux jeux vidéo, qui a perdu 90% de sa valeur en quelques jours, en 2-3 semaines. Ça n'a pas ému les autorités. Enfin, moi, j'ai vu que pour eux, ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Et la perte de valeur d'un investisseur, c'est pas leur sujet. Et pour moi, leur sujet est ailleurs. Donc, en fait, on s'interroge aujourd'hui, quel va être l'avenir de cette entreprise ? Déjà, les prix ont déjà beaucoup baissé, donc on est déjà en train de constater en tant qu'investisseur. Enfin, les investisseurs qui étaient dessus ont constaté. Le défaut est déjà dans le marché. Mais c'est pas le sujet des autorités, c'est une évidence. Enfin, pour moi, ça apparaît comme je n'ai pas d'autre lecture. Je veux dire, cette entreprise n'est pas viable. Ceux qui ont investi, c'est fini. Est-ce que c'est un message à destination de l'Occident sur les investissements ? Comme on investit dans une entreprise en Allemagne, ou en France, aux États-Unis, certaines fonctionnent, d'autres pas. Et là-dessus, la Chine, je pense, ne va pas particulièrement s'exprimer. Après, il y a le sujet bancaire. Alors, sujet bancaire, évidemment, là, il faut faire un peu attention, parce que le réseau bancaire chinois, il ne faut pas le déstabiliser. Et il y a des petites connexions avec les banques occidentales. C'est pour ça qu'on a eu des réactions en bourse un petit peu émotives. Mais là, a priori, c'est pas quand même le projet de l'État chinois.
Donc, de faire sauter le système financier mondial. Non. Ni le leur. Ni le leur. Donc, je pense que sous une forme ou sous une autre, ça va s'équilibrer. C'est pas le projet des États-Unis non plus, sans doute, en 2008, mais bon. Il n'avait probablement, justement, il faut bien se souvenir, on en parlait hors antenne, il faut bien se souvenir que les gens qui ont décidé de laisser tomber Lehman, en se disant ça va peut-être pas être très très bon, mais c'est pas si grave que ça, c'est quand même des anciens de Goldman. Et la rivalité entre les deux banques, elle était historique. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui a motivé leur décision, mais on l'a quand même tous compris comme ça. Voilà. Donc, après, c'est eux qui peuvent dire, ou qui diront quand ils écriront leur mémoire, si ça s'est passé comme ça. Et puis après, pour Evergrande, reste la partie de l'activité économique. Et là, c'est sûr qu'il faut gérer comme on gère une disparition d'activité, il faut gérer ça. Là-dessus, là aussi, je ne pense pas que les autorités vont s'exprimer de manière particulière, vont en partie laisser faire, parfois soutenir, etc. Parce que l'idée n'est pas de créer une récession sur certains secteurs ou dans certaines régions. Là, ce n'est pas leur projet. Mais je reviens sur le point de départ. Le niveau de la croissance chinoise n'est pas l'objectif de l'État. Ça n'est pas son objectif. Si la croissance ralentit, la croissance ralentit. Si la croissance ralentit, moins de tension de matières premières, moins d'inflation, etc., il y a d'autres éléments qui ne sont pas si négatifs. Et vision peut-être naïve et positive que j'ai, à l'intérieur de ce changement, ce retournement, enfin cette modification de la politique chinoise vers la société, il y a aussi la préoccupation de l'environnement. Et en fait, quand on est dans l'immobilier et qu'on voit ce qui s'est fait en Chine depuis 20 ans, et qu'on sait que l'environnement est un sujet, pourquoi passer tant d'énergie sur ce sujet de l'immobilier ? Alors qu'en fait, ils doivent en consacrer à l'environnement. Ils l'ont décidé. En tout cas, ils ne sont pas, pour moi, je ne veux pas être naïf, mais ils ne sont pas moins crédibles que les USA. Je les trouve même un peu plus crédibles que les USA. Voilà, donc tout ça, c'est à mon avis un événement de faible intensité pour les investisseurs, qui s'inscrit, je crois, dans la politique chinoise, en tout cas dans son orientation récente, et qui doit nous amener à penser que ce genre d'événement peut se reproduire. Il peut y avoir d'autres choses de la même nature. Donc, aussi, quand vous dites la Chine finalement ne soutient plus tout le monde, en fait on ne savait pas qui elle soutenait vraiment. Enfin, on m'a bien expliqué qu'on ne sait pas qui est soutenu, mais qu'il y a des endroits un peu pourris, un peu junk. Là on voit apparaître des choses et on en verra peut-être apparaître d'autres dans cet ordre de rationaliser la société. Et puis, donc c'est pas la fin d'une séquence, là, Evergrande, vous dites, c'est trop tôt pour dire que c'est l'aboutissement d'une séquence de reprise en main. Ça peut continuer. Je vais faire un parallèle rapide. L'histoire des sous-marins français. Oui. Voilà, les sous-marins français, les Australiens ont décidé que la protection américaine était intéressante. En fait, ils pensent que la Chine est plus belliqueuse qu'ils ne le pensaient il y a encore 5 ans ou 10 ans. Et les Américains, en fait, ils se retirent de tout depuis 5 ans, partout, sauf d'une chose. De Taïwan. Non, sauf d'une chose, c'est la relation conflictuelle avec la Chine, qui à mon avis est déjà devenue une relation conflictuelle tout court, un combat hégémonique. Voilà. Donc on est devant ça, et la priorité des Chinois, c'est la même chose que les Américains, qui ont une priorité géopolitique, c'est de se mettre en ordre de bataille. Donc en fait, ce qu'on voit sur Evergrande, on va le revoir à d'autres moments, et oui, l'État chinois a changé d'attitude. Jusqu'où l'État chinois est prêt à laisser s'affaiblir sa croissance là, à court terme parce que j'entends le discours. Julien dit la quantité de croissance, c'est plus le sujet. Mais socialement, quand même, la croissance, ça peut aider. Voilà, je suis d'accord dans le sens que de toute façon, s'ils veulent afficher 6%, ils l'afficheront. C'est pas très grave. Oui. En revanche, le niveau réel de croissance, c'est quand même un enjeu pour la stabilité sociale. Et si effectivement on veut préserver l'unité, il faut qu'il y ait suffisamment de croissance pour que les villes puissent absorber les afflux de gens qui viennent de la campagne et pour qu'il n'y ait pas de problème de chômage. Donc là, c'est quand même un enjeu. Ils ne peuvent pas la laisser s'affaiblir. Autour d'Evergrande, c'est 2-3 millions d'emplois, peut-être directs et indirects, qui sont en jeu. C'est pourquoi, de mon point de vue, c'est presque l'impact sur l'économie chinoise qu'il faut regarder de très près, avec ses répercussions sur d'autres économies, mais qui ne sont pas d'ordre systémique, qui sont juste, on va dire, une crainte supplémentaire pour les perspectives de croissance mondiale. L'autre élément, c'est que je pense que dans l'objectif des autorités chinoises, il y avait à un moment, vous évoquiez, est-ce que c'était leur volonté de faire baisser le cours des valeurs technologiques ? Et j'ai envie de dire oui, probablement, parce que c'était devenu un contre-pouvoir beaucoup trop fort.
Donc il y a une volonté de réaffirmer le pouvoir du Parti communiste chinois. Donc je pense que le fait d'enlever, on va dire, ou d'affaiblir le côté investisseur, le côté capitaliste, etc., c'est aussi une façon de réaffirmer l'orientation communiste et puis effectivement de créer une adhésion. Mais à mon sens, l'ampleur de la croissance dont ils peuvent se passer c'est pas aussi important que ça. Il y a quand même des niveaux auxquels ça peut jouer et je ne sais pas si ça, ils en mesurent toujours tous les effets. D'autant qu'en plus, ils ont un petit peu de mal à enrayer à nouveau leur épidémie de Covid qui repart. Donc, on l'a vu au mois d'août. Ça s'ajoute à des préoccupations qu'ils n'avaient pas il y a quelque temps et qui ne sont pas forcément toujours maîtrisables. Dans la Chine de la prospérité pour tous, est-ce que l'investisseur étranger, les investisseurs internationaux sont toujours les bienvenus, Jeanne ? On a l'impression que c'est moins le cas parce que justement, si l'objectif n'est plus un objectif de nature capitaliste comme on est accoutumé à l'avoir dans la plupart des investissements quand les investisseurs occidentaux se prononcent, c'est dans cette optique-là. S'il y a d'autres objectifs et qui ne sont pas toujours contrôlables, c'est plus compliqué. Donc j'ai envie de dire moins qu'avant. Est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions de ce point de vue-là ? Est-ce qu'ils peuvent se couper en partie d'un flux d'investissements internationaux ? Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires, l'organisation nécessaire pour compenser peut-être ce déficit je pense que oui. Ils l'ont fait par le passé. Donc, il y avait, au fond, presque... On pourrait pour financer l'innovation, la recherche et le développement, etc. On a beaucoup d'argent étranger qui vient en Chine sur ces sujets-là. On avait envie de le dire presque dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'ouverture des marchés chinois aux investisseurs étrangers, donc ça passe par les marchés, c'est pas de l'investissement direct. Donc, cette ouverture-là a été très forte ces dernières années et presque un peu inattendue. Il y avait comme une marche forcée vers on ouvre les marchés au capitalisme. Tout d'un coup, ils décident que les conséquences sont trop fortes et ils marquent un coup d'arrêt. Et je pense que c'est pas forcément définitif, mais je pense que ça a été plus loin, trop vite, beaucoup plus qu'ils ne l'anticipaient. Et on vous parlait tout à l'heure de la déformation et des écarts de richesse. Je regardais la dernière fois, et c'est quand même la première fois, sur les 3 dernières années, les plus riches ont vu leur revenu moyen ou médian augmenter de 25% en 3 ans. Les plus pauvres, entre guillemets, d'environ 10-15%. C'est la première fois que c'est déformé de la sorte. Il y a encore 3 ans... Que les riches s'enrichissent plus vite que... Beaucoup plus vite. Il y a 3 ans, tout le monde s'enrichissait à peu près pareil. Et il y a une dizaine d'années, c'était les plus pauvres qui s'enrichissaient beaucoup plus vite. Donc je pense que l'ouverture aux marchés financiers occidentaux, dans cette dynamique qu'ils ont mis en œuvre, un peu, comme je le disais, à marche forcée, a peut-être dépassé les conséquences qu'ils escomptaient. Julien Nebenzal, est-ce que la Chine reste un terrain investissable ? Est-ce que c'est intéressant d'ailleurs, maintenant que les prix ont quand même beaucoup reculé, ça permet peut-être d'avoir un sentiment différent quand le prix est 50% plus bas. Est-ce que c'est un terrain qui reste investissable pour vous stratégiquement, j'entends même ? Je vais rappeler, je crois, ce que moi je ne fais pas parce que je m'attache au comportement, mais ce que font de manière raisonnée, raisonnable et avec, je crois, de plus en plus de compétences, les gens qui investissent selon des critères ESG. C'est pas fantastique la Chine, selon ces critères. Et donc, que ça intéresse les analystes financiers fondamentaux, encore une fois, si on utilise ces filtres, c'est compliqué d'investir en Chine. Donc là, je me fais un peu le porte-parole d'un autre filtre que le mien. Moi, après, en termes d'allocation, ça a toujours été intéressant parce qu'il y a une déconnexion par rapport au rythme des marchés d'actions d'Occident, qui est bien... Enfin, je ne dis pas qu'elle se répète avec précision, mais il y a bien un décalage toujours de quelques mois. Par exemple, là, le sommet des marchés d'actions en Asie est en février. Et c'est quelque chose qui peut
déboucher quelques mois plus tard sur quelque chose en Occident. Normalement, l'Europe d'abord, ou les USA avec l'Europe qui... Et ce qu'on voit en ce moment, d'ailleurs, c'est une sous-performance de l'Europe par rapport aux USA qui s'accentue. Donc, je pense que tout ça, quand même, il y a une cohérence qui est en train de se dégager là, de l'évolution des marchés d'actions. Alors, l'intérêt, donc, c'est cette diversification. Ouais. Et je me demandais, il y a un mois, si, justement, c'était pas intéressant compte tenu de la baisse, comme vous disiez, parce que je voyais bien que ça intéressait de moins en moins de monde et qu'il n'y avait plus de pression baissière. Voilà. Sachant qu'encore une fois, c'est un marché que je connais un peu moins par rapport aux autres. Et j'avais décidé de ne rien faire. Et là, on est à peine plus bas, finalement, qu'il y a un mois. On n'a pas non plus... Non, oui. L'hémorragie s'est un peu arrêtée, quand même. Oui. Et là, je vois que ça baisse plus tellement par rapport à cette situation. Mais la réaction, je dirais que la réaction, alors que ce soit chez les gérants anglo-saxons ou les gérants français avec qui j'échange, leur espèce de détachement de ce sujet m'inquiète quand même un peu. Donc, je ne pense pas que ce soit intéressant uniquement pour la notion de diversification et de décorrélation partielle. Je ne pense pas que ce soit intéressant d'investir sur la Chine pour le moment. J'aimerais bien parce que ça pourrait l'être. Les éléments ne sont pas réunis pour prendre cette décision. Ouais. Jeanne, sur l'idée de s'exposer, de se réexposer à la Chine? Écoutez, nous, ça fait un petit moment qu'on est en ce qu'on appelle en position neutre, donc très peu exposé sur la Chine, ou sur les émergents d'une façon globale, juste parce qu'au départ, on trouvait que les pays développés avaient plus d'attrait. C'est plus comme ça qu'on les regardait. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est encore trop tôt pour essayer, vous savez, c'est attraper le couteau qui tombe. Exactement. Donc, tant qu'on n'est pas au clair sur les impacts sur la croissance réelle chinoise et sur la façon dont vont se profiler les perspectives économiques sur les 6-12 prochains mois, on n'a pas tellement envie d'y revenir. Et on pense qu'en plus, les investisseurs, en termes de confiance, vont mettre un temps avant de vouloir retourner sur la Chine. Donc ça, vous dites ça prendra du temps, parce que ma question c'est, est-ce que 2022 s'annonce comme une grande année, par exemple, pour les marchés chinois, avec les JO, la reconduction fort probable de Xi Jinping à l'automne 2022 ? On se dit qu'ils vont quand même, pour le coup, je reprends l'expression, se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille, pour avoir quand même quelque chose de joli à afficher, d'une certaine manière. Oui, mais tout dépend de la façon dont ils vont gérer les quelques semaines qui viennent. Est-ce que les investisseurs internationaux adhéreront ? Ont quand même un peu de mémoire. Oui, je comprends. Donc je pense que oui, tout dépend de la façon dont ils gèrent. Vous disiez, Julien, alors généralement les marchés asiatiques, chinois sont un indicateur un peu avancé de ce qui a quelques mois de décalage. Donc le top en Asie, c'est février. On est 6 mois après. Oui, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. 6-7 mois après. On a vu un point haut récent sur le marché américain début septembre, je crois, tout début du mois. Est-ce que c'est le top de court terme là, pour les marchés américains ? Alors, le mois de septembre, en tout cas, tient toutes ses promesses de mois historiquement négatifs, pour l'instant. Oui, voilà, septembre, comme dit la chanson, les jours raccourcissent. Oui. Non, j'ai parlé de décorrélation partielle, donc temporelle à certains moments. C'est l'intérêt d'avoir de la Chine en portefeuille. Et le fait que le sommet ait été fait un petit peu avant le sommet, en tout cas européen, qui semble être un peu fait. Aux États-Unis, on est quand même à 3% ou 4% du sommet. Donc, parler de sommet, c'est un petit peu... mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu, en fait, depuis que la Chine s'est vraiment rapprochée du niveau des USA en termes de PIB. Là, on a vu que le poumon manufacturier était autant là-bas qu'aux États-Unis. Alors, on sait bien qu'il y a eu un transfert, mais on a vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait redémarrer à un certain moment un peu plus tôt. Alors la pandémie, c'est encore un autre sujet. C'est que la pandémie, ils ont touché plus tôt, ils sont repartis plus tôt, etc. Ça rajoute aux événements. La Chine a expérimenté un redémarrage plus tôt et une consolidation de la croissance, enfin un rythme, une dynamique de la croissance qui ralentit plus tôt. La question, c'est est-ce que c'est ce qui va se passer en Occident ? Très probablement. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit si différent que ça. Il n'y a pas dans la sphère monétaire quelque chose qui puisse aller contre. Il n'y a pas dans la sphère budgétaire quelque chose qui puisse aller contre. Sachant qu'on ne parle pas de croissance qui va à zéro. On reste dans les croissances positives. Normalisation de la croissance, modération. Donc, ce qui doit se passer, c'est la même chose assez logiquement avec justement ce décalage pour partie lié à la pandémie. Ensuite,
du point de vue des cycles économiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu moins apparent parce qu'il faut faire une recherche, celle qu'on mène chez nous sur des périodes très longues. On sait depuis un moment que le prochain creux économique est quelque part entre fin 2022 et courant 2023. Ce qu'on ne sait jamais, on arrive à avoir ce genre de date qui fonctionne pas trop mal. Ce qu'on ne sait jamais, c'est où est le sommet économique. Ça, c'est impossible à prévoir. Et encore moins, comment les marchés d'actions vont se comporter par rapport à cette équation économique. Sur 2018, ça a mis 8 ou 9 mois à peu près à arriver, alors que c'était évident. En revanche, la crise financière de 2008, c'est arrivé avec pratiquement 6 mois d'avance. Donc, il faut être... voilà, ce n'est absolument pas une boule de cristal. Non, bien sûr, oui. Mais on doit former un sommet de la dynamique économique, donc du momentum économique, on doit le former entre maintenant et dans quelques mois. Est-ce qu'il est déjà formé ? Ça semble possible. Voilà, c'est quelque chose qui semble possible. Mais pour revenir sur les marchés actions, ce qui me paraît plus important, c'est ce que j'ai commencé à voir en fin juin, je crois qu'on en a parlé ici, un sentiment de complaisance qui a commencé à vraiment à s'installer. Alors je reprends... L'été a été complaisant ? On a continué sur cette idée. J'ai entendu plusieurs fois, que ce soit tant sur des chaînes américaines que sur des chaînes françaises, qu'en fait, des entreprises comme Apple sont des entreprises qui vont voir croître leurs bénéfices de 20 ou 30% par an, très probablement pendant les années qui viennent. C'est des choses qui sont... Avant, on disait que c'était cher, peut-être que ça valait le coup, etc. Là, il y a vraiment un changement de mots. Mais j'avais cité, ou je ne l'avais pas cité, mais c'est un des rares tweets que j'ai fait, en juin, je crois que c'était autour de mi-juin, une étude à laquelle nous répondons. Il y a 500 sociétés de gestion dans le monde qui répondent, et ils nous donnent les résultats détaillés après. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Et il y avait, sur le nombre de gérants qui pensent que les marchés obligataires vont surperformer les marchés d'actions. Et on était à 3%. C'est-à-dire qu'il y a 3 gérants sur 100 qui pensaient que les marchés obligataires allaient surperformer les marchés actions. Alors je sais bien que les marchés actions montaient, qu'on parle de relance budgétaire. En juin. Ouais, d'accord. Qu'on sait qu'il va y avoir de l'inflation, qu'à un moment il y aura le tapering. Je comprends tout ça. Mais c'est un chiffre qui est tellement bas, qui à mon avis reflétait pas tant tous ces sujets-là, plutôt la complaisance qui était en train de se mettre en place sur les marchés d'actions. Alors la complaisance ne fait pas une baisse. La complaisance, c'est un état qu'on peut arriver à qualifier et qui s'inscrit toujours dans l'euphorie, et parfois dans l'optimisme, dans les différentes séquences possibles de marché. Il est clair, nous n'étions pas en euphorie, nous étions au mieux dans l'optimisme, et je crois que la complaisance est apparue. Alors là, il y a 2 cas de figure, mais je vais revenir à mon incertitude initiale. Soit c'est une consolidation intermédiaire avant la formation d'un nouveau sommet qui, lui, sera le définitif avant la période de digestion liée au cycle économique, soit nous avons déjà formé le sommet. Dans tous les cas de figure, à partir de juin, comme je vous l'avais dit, je me suis mis en dehors du marché. Il n'y a plus grand-chose à gagner pour vous, là. C'est ça. Et je pense qu'il y a très peu à gagner, plutôt de la volatilité à récupérer. Je ne suis pas sûr qu'on se prive de grand-chose. Je ne suis pas sûr qu'on va rater, je ne sais pas, 20 ou 25% de hausse. Je ne dis pas que ça n'est pas possible. Je dis que la probabilité n'est pas là. En revanche, si à un moment on veut voir les choses de manière beaucoup plus sombre, il y a pas mal de sujets. Donc, on en a déjà parlé. Il y a quand même pas mal de sujets, donc c'est pas trop la peine de tenter le diable pour le moment. Je peux tout à fait changer d'avis d'ici un mois. Ça dépendra du sentiment de marché. Je crois que c'est le but de savoir changer d'avis sur les marchés. Mais je garde pas trop, mais à un moment, oui. Oui, il y a un moment où je nous qualifiais de haussiers fatigués. Oui. Il y a un moment où ça, c'était au début de l'été. Voilà, on garde cet avis pour le moment. Bon, quelques commentaires, remarques là, sur la situation de marché aujourd'hui, Jeanne. Écoutez, nous, on a pris des profits sur les US, en particulier. Voilà, très clairement. On était haussiers pas fatigués sur les US, sur les pays développés, en fait. Et en particulier sur le Japon. Donc, on a été contents, on a tenu le coup parce qu'on a pris une très belle remontée, la belle remontée du Japon. Bien sûr, depuis mi-août, là, On était un peu avant, mais bon. Et ça s'est bien joué déjà, c'est bien fait ça. Ah oui. C'est quand même bien avancé. Ça a pris 10% en Oui, mois, bien sûr. Après, sur les États-Unis, on était surpondéré depuis très longtemps. Bon, et là, on a eu envie de prendre des profits sur, en fait, un certain nombre d'obstacles qui sont devant nous. C'est pas forcément des choses, mais c'est plus de l'ordre de l'incertitude mal reflétée. On l'a évoqué, ils sont en retard sur la vaccination contre le Covid, les Américains, donc les cas repartent, les hospitalisations sont élevées, les décès également. Donc le tableau est pas bon.
de ce côté-là. Ensuite, il y a quand même, il se passe au Congrès des choses qui sont le retour de la grande mésentente entre démocrates et républicains. Oui. Ça se passe pas bien, on l'anticipait, mais là on voit que ça se concrétise. C'est pire que d'habitude. La question du financement du gouvernement fédéral, la question du plafond de la dette, chaque automne, c'est la même histoire. Non, à chaque fois, ça se termine bien. C'est pas tout à fait la même histoire. Paraît-il, les spécialistes qui regardent, les politologues qui regardent ça de près disent non, la tension entre républicains et démocrates ressemble à celle qu'il y avait en 2011. Et déjà, là, hier, je crois que c'est la Chambre des députés qui a voté le relèvement du plafond de la dette. Maintenant, ça va passer au Sénat, mais les républicains ont déjà dit au Sénat qu'ils ne voteraient pas le relèvement du plafond. Donc, ils vont bloquer. Alors, comment est-ce que ça va se débloquer ? Je ne sais pas. La situation est, paraît-il, très tendue parce que les Républicains ne veulent en aucun cas d'un plan décennal budgétaire de 3 500 milliards. Donc le risque de franchir la ligne jaune à coup d'erreur de politicienne. C'est pas notre scénario central. 2011, c'était quoi ? Ils perdaient leur AAA, c'était ça, 2011, les États-Unis ? 2011, c'est le moment où ils ont été obligés, ils ont eu un shutdown, le gouvernement ne pouvait plus payer ses fonctionnaires. Ça a été quand même un été très compliqué. C'était à l'été. Donc, notre scénario central n'est pas que le gouvernement va être obligé de fermer, mais ça secoue quand même pas mal en ce moment. Finalement, à ce stade, ils ont voté ni l'infrastructure, ni le budget, ni le debt ceiling, ni le relèvement du plafond de la dette. Bon, donc ça, c'est le deuxième élément on va dire, politique économique. Le troisième, qui est un peu la conséquence du second, c'est que quand ils vont voter, même s'ils votent 2500 milliards de budget, il va falloir qu'il y ait des contreparties. Dans ces contreparties, vous avez des relèvements d'impôts. Comment est-ce que les relèvements d'impôts vont impacter les marges des entreprises et les résultats ? Voilà. Alors aujourd'hui, on a très peu de visibilité. On se dit, et les études nous incitent à penser que l'impact des relèvements d'impôts probables pourrait affecter les bénéfices 2022 américains entre 2% et 10%. Ah oui, ça fait non. C'est pas en soi énorme, sauf que 10%, c'est justement la croissance des bénéfices. C'est ce qu'on attend, mais bien sûr. Voilà. Donc, du coup, en attendant... Ajouter aux effets de hausse des matières premières, coût du travail, etc. Non, ça, on considère, nous, que ces effets, on va dire, donc le coût des matières, le coût du travail est en partie amorti par la productivité qui est forte. D'accord. Le coût des matières, on n'a pas trop de crainte parce qu'il y a un levier opérationnel fort aux États-Unis. Même si la croissance n'est entre guillemets que à 4%, je comprends. Le levier opérationnel peut normalement amortir l'effet des coûts des matières. En revanche, les taxes, non. Donc on a de l'incertitude sur un certain nombre de plans et du coup on se dit que c'était bien de prendre des profits. On n'est pas négatif, non, mais on se dit que bon, voilà. Et en revanche, on a conservé la position surpondérée sur l'Europe, qui elle en revanche est bien en avance aujourd'hui en termes de vaccination Covid. C'est la seule zone pour laquelle on relève encore un petit peu les prévisions à la hausse. On finit l'ajustement à la hausse des prévisions économiques sur l'Europe. Il y a quand même un très fort levier opérationnel et ça pourrait être une façon indirecte de jouer la Chine et les émergents parce qu'on a une belle exposition notamment à la consommation chinoise. Une fois qu'on a dit ça, il nous reste 1 minute pour conclure. Alors, je veux pas trop qu'on s'avance sur la Fed parce que Jérôme Powell va parler ce soir à 20h30, mais notamment la situation au Congrès, le blocage de la situation politique, garantit à Jérôme Powell d'être tranquille ce soir pour ne rien. Alors, il y a ça en plus. Non, mais il y a ça en plus. Mais pour ne rien annoncer de plus ce soir. Écoutez, c'est pas prévu qu'il annonce. C'est prévu qu'il dise qu'il va annoncer si la conjoncture économique est favorable. Et si j'annonce, ce sera en novembre pour décembre. Et qu'en novembre, il annonce et qu'il annonce que ça commence à 15 milliards par mois sur 8 mois. De réduction des achats d'actifs. Bon, la réalité, moi, plus intéressant, il faut surveiller les fameuses dots. Parce que le marché aujourd'hui escompte un profil de taux qui est exactement calqué sur celui des anticipations des membres de la Fed. Donc, si les dots bougent, je pense que le marché ne s'y attendra pas.
Débrief demain à 12h30 dans Smart Bourse, évidemment après la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et vous l'avez dit, Jeanne, les enjeux vont être nouvel horizon de prévision 2024 et les projections de taux directeurs faits par les membres de la Réserve fédérale américaine. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir dans Planète Marché. Jeanne Asraf-Biton, directrice de la recherche marché de l'Ixor, et Julien Nebenzal, le président de Futur IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir, c'est celui de la santé et de l'imagerie médicale. Plus précisément, on va en parler avec Alice Labouze, à mes côtés en plateau, la présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, le sujet du jour, c'est Olympus avec vous. Alors je l'ai présenté comme l'anti-Kodak. Vous allez nous dire pourquoi, mais je voulais qu'on dise un mot quand même. Vous avez deux grandes stratégies thématiques chez Trecento, donc la santé et la robotique, avec en plus une perméabilité, on va dire, entre les deux. Et je me disais, dans un contexte où on ne sait plus trop quoi faire sur le marché, est-ce qu'on est au plus haut, est-ce qu'on a déjà vu les sommets sur le marché américain, sur le marché européen, est-ce qu'il faut que je revienne un peu value, il faut que je reste croissance ou pas? En fait, ces méga tendances nous aident justement et aident les investisseurs à se projeter sur des horizons de temps qui permettent de traverser ces petites incertitudes de court terme. Eh ben, c'est précisément ça, Grégoire. Non, mais de manière évidente, d'ailleurs, quand on entend les experts en ce moment, en fait, tout le monde dit je pense ça, mais finalement, peut-être que je le pense pas. Et puis peut-être que dans quelques semaines, je reviendrai en disant que je l'ai pas pensé, mais que je le penserai peut-être. Enfin, la réalité, c'est que la lisibilité des marchés financiers peut paraître parfois, mais pas forcément maintenant, mais de manière générale, en fait, parfois un peu difficile à comprendre, à comprendre ce qui va se passer sur les marchés. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie boussole, je crois, puisqu'on sait que quand on recommande d'investir sur le marché action, en général, on recommande d'investir plutôt sur quelques années. Et par conséquent, ces quelques années, il est bien, en fait, de les utiliser à travers une boussole, en fait, une boussole d'investissement, et notamment une boussole thématique. Et c'est comme ça que j'ai conçu la société que j'ai créée, donc Trecento Asset Management, en disant, en fait, on va permettre aux investisseurs d'aller sur des thématiques de long terme, basées sur des catalyseurs solides, identifiés, et en fait, ça permettra pendant les moments de turbulence, en fait, de tenir le choc. Et donc, effectivement, là, en ce moment, c'est le retour des méga tendances, et tant mieux, puisqu'en fait, ça montre bien aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter l'intégralité du marché pour investir en bourse. On peut très bien se dire, quelle est la suite de l'histoire pour moi? C'est-à-dire, même moi, en tant qu'être humain, ou petit investisseur, ou investisseur moyen, ou gros investisseur institutionnel, quelle est la suite de l'histoire? Eh bien, la suite de l'histoire, en tout cas, nous, on a considéré que c'était la santé, dans toutes ses dimensions, et surtout très internationales, et puis la robotique, l'intelligence artificielle et le digital. Voilà les deux grandes thématiques auxquelles nous, on croit, et ça permet, c'est vrai, de faire face à ce que sont les marchés financiers. C'est-à-dire que je rappelle que les marchés financiers, c'est ni plus ni moins qu'une pente structurellement en croissance depuis que les marchés existent, en véritable croissance, c'est important de le dire, à peu près 6,5% au niveau mondial, donc c'est énorme, croissance moyenne annuelle. Simplement, sur cette pente, vous avez des exagérations, des corrections, des exagérations, des corrections. Et comme c'est très difficile d'anticiper ces exagérations et ces corrections, le mieux, c'est d'essayer de jouer la tendance long terme, raison pour laquelle il faut un peu de temps. On faisait le point là hier avec l'équipe de Ports en Part sur Eurofins. Que vous connaissez bien forcément, Eurofins, alors qui vient de rentrer au CAC 40 là. Alors Ports en Part avait fait l'introduction en 97 d'Eurofins, donc on donnait les chiffres, ils avaient levé quelques millions d'euros à l'époque, bref, c'était une dimension complètement différente de celle d'Eurofins aujourd'hui. Non, mais ce que me rappelait Ports en Part, c'est que donc 97, ça fait 20 ans de cotation, plus de 20 ans de cotation pour Eurofins. Oui. Sur cette période-là, c'est 30% de performance boursière annuelle moyenne, dividendes inclus. La croissance du groupe est de 30% annuelle en moyenne sur cette période. Il y a quand même une connexion parfaite sur longue période entre les fondamentaux d'une entreprise et sa performance. Exactement, mais il peut y avoir des distorsions. Ah, mais bien sûr, toutes les années n'ont pas été à 30% pour Eurofins. Il peut y avoir des distorsions temporaires et c'est notre travail aussi de montrer aux investisseurs que la notion de temps est très importante et la notion de boussole, c'est-à-dire Eurofins, on sait très bien qu'ils travaillent sur une thématique structurellement en croissance et donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, je crois, et c'est d'ailleurs la base de notre métier. Ouais.
Bon, pourquoi est-ce que Olympus, donc groupe japonais, si je dis pas de bêtises, j'ai connu ça dans mon enfance, les appareils photo, les caméscopes, même à l'époque. Pourquoi Olympus et l'anti-Kodak, Alice ? Eh bien, écoutez, en fait, l'idée, c'était de vous raconter comment deux sociétés peuvent travailler dans le même domaine, faire des choix stratégiques différents avec, à la fin, la mort de une dont on parle aujourd'hui et dans laquelle on peut encore investir. Et l'autre qui a fait faillite en 2012. Voilà. En l'occurrence, c'est Kodak. En fait, Kodak avait été fondé avant 1900, donc en 1880 et quelques, et donc avec l'objectif, il travaillait notamment sur les premiers appareils photo, les premières caméras. Kodak, c'était américain. Et puis, il y avait les Japonais, donc Olympus, créé en 1913, où là, en fait, de la même manière, ils ont commencé à travailler sur les solutions grand public en termes de photographie et de caméra. Alors, à l'époque, c'était pas encore, évidemment, ce qu'on a connu après. Mais tout de même, en fait, ces deux sociétés se sont développées. Et puis, les deux, qui étaient devenus quand même des experts, en fait, de l'imagerie, puisque la photo, c'est aussi l'optique, et donc c'est l'imagerie, la qualité de l'image, les deux, en fait, ont commencé à investir dans la santé, notamment dans les technologies d'imagerie médicale. Les Japonais, significativement, parce qu'il y avait eu un grand plan au Japon après la guerre autour de la santé, et donc Olympus avait commencé à développer certaines caméras spécifiques pour l'imagerie médicale. Et puis, ils se sont développés au fur et à mesure, donc l'américain, le japonais, plutôt photographie grand public, ça marchait très bien, caméra grand public avec une petite partie santé. Et en 2007, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'en fait Kodak a décidé de céder son activité santé pour se centrer exclusivement, donc devenir un pure player, c'est ça qui est incroyable, devenir un pure player sur la photo grand public, les caméras grand public, et la même année, c'est dingue, parce que la même année, en fait... Olympus fait le move inverse, c'est-à-dire en tout cas se renforce de manière extrêmement significative en faisant une acquisition en Angleterre d'une société de robotique en imagerie médicale. Et là, ils prennent tout d'un coup en fait un angle de business extrêmement différent. Donc, ils gardent cette petite quote-part qui devient minuscule dans le groupe de photo grand public. Et en fait, d'ailleurs, ils l'ont cédé juste là en 2020. Enfin, ça vient de se finir en 2021. Ah oui, l'histoire est finie là, ça y est. Toute petite partie grand public, c'est devenu un pure player et c'est la raison, donc en imagerie médicale, c'est la raison pour laquelle on a pu l'entrer dans notre fonds santé. C'est-à-dire 100% de leur business, c'est de la santé, donc on peut le rentrer dans notre fonds santé. On l'a rentré en début d'année. Et Kodak, eux, évidemment, ils ont fait face à l'arrivée de l'iPhone. 2007, c'est l'année de l'iPhone. C'est précisément c'est ça. C'est incroyable. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. C'est ça. Et donc, ils se retrouvent, en fait, face à... eux avaient beaucoup misé sur les pellicules. Ouais. Et donc, le principe des tirages en laboratoire. Et puis, voilà. Ils ont essayé de se rattraper quand même en allant faire des caméras numériques, mais c'était trop tard, ils avaient pris trop de retard, et donc la société a fait faillite en 2012, là où Olympus aujourd'hui fait plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance importante. Surtout, ils sont en train d'innover très fortement. Donc en fait, ils font ce qu'on appelle des endoscopes. Alors les endoscopes, en fait, ça permet de détecter des maladies, puis ça permet aussi de les traiter, de faire des opérations. Les endoscopes, en fait, c'est comme des espèces de grands tubes. Bon, les experts de la santé sont mieux expliqués que moi, mais des espèces de grands tubes qu'on peut mettre dans le corps, et surtout on y met des caméras ou on y met en fait des outils chirurgicaux spécifiques. Et donc ils sont vraiment devenus très 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 forts là-dessus, et on sait que 80% des maladies en oncologie, notamment dans les cancers, sont détectées grâce à des systèmes d'endoscopie, et que les traitements sont faits principalement grâce à des systèmes d'endoscopie. Donc en fait, c'est devenu incontournable, si vous voulez, dans la chirurgie, les nouvelles techniques de chirurgie. Et donc Olympus va encore plus loin, c'est-à-dire que là, ils sont en train de faire un partenariat avec Sony pour créer en fait ce qu'on appelle le chirurgien augmenté. C'est-à-dire que le chirurgien augmenté, il va avoir tout son équipement, et puis grâce à ces caméras, il va pouvoir, des caméras qui intègrent de l'intelligence artificielle, donc avec des logiciels, il va pouvoir en fait améliorer le déplacement de l'endoscope dans le corps du patient, mais même en fait savoir la qualité des tissus, savoir si c'est plus ou moins dur, plus ou moins épais, enfin ce genre de choses. Donc ça devient un outil absolument extraordinaire pour le praticien, et Olympus est vraiment au top du top là-dessus, surtout en travaillant avec Sony. Donc ils sont sur un marché qui est donc l'imagerie médicale structurellement en croissance. Ils intègrent de l'intelligence artificielle, de la miniaturisation, de la robotisation. Autant vous dire qu'ils sont pile
sur le segment, en fait, qui, à mon avis, en tout cas, il n'y a pas que moi qui le pense, va croître. Et donc, on voit cette différence, vous voyez, de choix stratégiques. C'est là où parfois les patrons... Ah oui, non, mais l'histoire, le parallèle Kodak-Olympus, c'est incroyable. Au même moment, ils prennent des décisions antagonistes, complètement différentes, et qui résultent par la disparition de l'un et la croissance de l'autre. Pourquoi vous rentrez Olympus aujourd'hui? Alors, je comprends, parce qu'il fallait qu'ils fassent 100% de leur business dans le monde de la santé. Ça, c'est pour intégrer votre fonds. Mais le cas d'investissement, la valorisation sont encore des éléments pour vous intéressants, attractifs. Il y a beaucoup de concurrence dans ce monde de l'imagerie médicale sur les segments sur lesquels Olympus est positionné. Alors, il y a de la concurrence globale dans l'imagerie médicale. En fait, c'est le boom de l'imagerie médicale. D'ailleurs, la santé est dopée au big data et à la robotique. C'est l'explosion, et notamment en matière de matériel médical. Mais simplement, eux, ce sont vraiment les leaders mondiaux de l'endoscopie. Et l'endoscopie, en fait, ça révolutionne le diagnostic et le traitement. Donc, ils sont déjà très bien implantés. Nous, par exemple, on a un comité d'experts santé. On a des gens du monde de la santé qui travaillent avec nous pour nous faire un retour terrain. Tous les chirurgiens sont unanimes sur le fait qu'Olympus a été les premiers à leur fournir même parfois des endoscopes sur mesure. C'est-à-dire qu'un chirurgien gastrique très spécial a besoin d'une caméra et d'un endoscope spécial. Olympus va le faire pour lui. Donc, ils sont vraiment connus en fait par les praticiens comme ceux qui sont en avant sur le marché, capables de s'adapter et surtout très innovants. Et donc, ça nous donne vraiment envie de continuer à être présents sur ce titre-là qui n'a pas énormément performé depuis le début de l'année. Non, marché japonais, en général, ça n'a pas fait... Alors, jusqu'au mois d'août, ça n'a pas fait grand-chose, le marché japonais, puis il y a eu un réveil brutal du marché japonais. Exactement, mais bon, nous, on a des positions plutôt de long terme, peut-être sur des leaders comme ça, surtout innovants, différents, qu'on fait les bons choix au bon moment, ça entre forcément dans notre processus d'investissement. Merci beaucoup Alice. Merci d'être venue nous parler santé, imagerie médicale, intelligence artificielle avec le cas d'investissement Olympus, donc le groupe japonais qui a su complètement se réinventer et avancer vers ce marché de l'imagerie médicale qui est aujourd'hui son cœur business à 100%. Alice Labousse qui est avec nous en plateau, présidente de Trecento Asset Management dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.